Yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai pas sorti de vidéo depuis un moment et je m'en excuse, mais j'étais très occupé IRL et du coup j'avais pas forcément le temps de m'occuper de la chaîne. Mais du coup dans cette vidéo je vous ai fait un petit récap des news concernant le mois de janvier. Donc la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je vous mets des timecodes en description. On va donc parler aujourd'hui bien sûr de la sortie de la phase 3 qui est le 27 janvier prochain, des différentes communications de Blizzard sur l'équilibrage des factions, l'arrivée de la saison 3 d'arène et les changements sur l'équipement PVP et les nouvelles restrictions en arène. La sortie d'Ijal et BT en pré-nerf ou post-nerf et bien sûr le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Voilà, il y a de quoi faire. Sur ce, c'est parti. Alors j'essaie de remonter un petit peu les différentes news qui sont sorties sur Wowhead, qui commentaient un petit peu l'actualité. On va essayer de les faire à peu près dans l'ordre pour vous donner une petite idée de ce qui s'est passé donc sur le mois de janvier. Et ça a commencé tout simplement par la fin de la saison d'arène, donc la saison 2, hein, je crois, oui c'est ça, la saison 2 d'arène qui s'est terminée donc le 11 janvier. Et du coup, bah, en fait, moi je pensais qu'une semaine plus tard, il y allait avoir la sortie, et je pense que normalement ça aurait dû se passer comme ça, la sortie de Black Temple et Ijal, mais je pense qu'ils ont pris pas mal de retard, tout simplement parce que bah, déjà il y a eu la saison de maîtrise. Est-ce que c'était prévu dans le cahier des charges à la base quand ils ont lancé Burning Crusade, etc. Est-ce qu'ils avaient prévu de faire la saison de maîtrise, parce que c'est quelque chose qui arrivait en plus, parce que je sais que c'est les mêmes équipes de WoW Classic qui travaillent sur la saison de maîtrise, donc forcément peut-être une charge de travail qui n'était pas forcément bien gérée, notamment au niveau de la partie WoW Classic, donc test du PTR, mise en place du PTR, le retour et le développement et le portage du PTR sur la version publique, parce que mine de rien sur la phase 3 il y a quand même pas mal de contenu, mais on va revenir un petit peu sur le développement de la phase 3 un petit peu plus loin. En tout cas, ça fait un petit moment donc que la saison est arrêtée et on est donc sur du hors-saison actuellement, vous ne pouvez pas gagner de points d'arène, etc. D'ailleurs, par rapport à l'estimation que vous aviez fait sur la sortie de la phase 3, on avait fait il y a 3 mois hein, l'estimation, donc c'était un petit moment, et vous aviez quand même très correctement estimé, puisqu'on était à 44% sur le mois de janvier. Donc je dirais vraiment, moi j'avais vraiment penché pour le 15, à peu près le 15 janvier, et on voit qu'on est vraiment à 10 jours près, on est vraiment pas loin, donc bien vu sur les votes et l'estimation. Ensuite, Blizzard réfléchit à des modifications sur le caquettement de guerre, hein. Donc en fait c'est le poulet de bataille ingénieur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un item, voilà, le coq de combat gnome, vous pouvez utiliser avant le combat, et après vous mettez votre trinket habituel avant de lancer le combat, et en fait le coq, en plus de faire des petits dégâts, si vous voulez, il peut avoir un proc qui va buffer de 5% la hâte votre groupe, et ça se cumule, donc si vous avez 5 personnes qui l'utilisent, bah, potentiellement c'est 5 x 5, donc du coup 25% de hâte pour le groupe, donc c'est vraiment pété, hein, c'est comme une sorte de Bloodlust si vous avez un groupe entier qui le fait, même si je sais pas combien de temps dure exactement le buff qui va vous booster la hâte. En tout cas, ils veulent faire en sorte qu'il y ait un debuff appliqué comme pour le tambour de bataille, pour éviter que les gens soient obligés de reroll ingénieur pour faire des logs, etc. etc. Ensuite, Blizzard a fait un point sur l'état de la population des serveurs de Burning Crusade. Et c'est vrai que ça a toujours été un grand silence radio hein, de la part de Blizzard à ce niveau-là. C'est un problème de fond, comme pas mal de choses hein, qui sont passées sur WoW Classic. C'est vraiment des choses qui auraient dû être pensées au départ. Et c'est vrai que ça a pénalisé beaucoup, je trouve, la communauté de manière globale, le fait qu'il n'ait aucune restriction, aucun réglage au niveau de l'équilibrage des factions. Moi je comprends un petit peu la logique parce que après, j'ai pas mal réfléchi, je me suis dit, voilà, il y a des solutions, on pourrait faire des choses, effectivement, mais il y a toujours quelqu'un qui paye, entre guillemets, cette décision. J'ai pas trouvé de vraiment solution 100% efficace et qui contenterait tout le monde. Pour moi, le mieux aurait été que, à la base, en fait, de la création de WoW Classic, au moment où WoW Classic serait sorti, il aurait fallu que Blizzard instaure une limite de population. C'est-à-dire que par exemple sur Sulfuron, notre serveur français, eh bien on ait une limite de population, c'est-à-dire que par exemple on pouvait aller au maximum des 100% de population à 55% Horde et 45% Alliance. Et quand on atteint ce ratio-là, eh bien, par exemple il n'est plus possible de créer de nouveaux personnages sur le côté Horde. Enfin, en tout cas, vous pouvez plus, si vous n'avez pas déjà un personnage, vous pouvez pas recréer un personnage. C'est-à-dire que si vous aviez déjà un personnage, vous pouvez faire des rerolls, mais quelqu'un qui est un nouveau joueur ne pourra pas choisir Sulfuron côté Horde pour créer un nouveau personnage.
Par contre, il pourra côté Alliance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est vu que la faction est verrouillée, bah forcément, du coup, il y a des gens, ils vont continuer à rentrer côté Alliance, mais ils vont pas pouvoir continuer à rentrer Horde. Et du coup, le rééquilibrage va se faire, et à partir du moment où il y aura des places qui vont se libérer, le déverrouillage va sauter au bout d'un moment côté Horde, et certaines personnes pourront recréer de nouveaux personnages côté Horde. Et le problème avec ça, eh ben, c'est que ça peut poser pas mal de soucis côté Horde, avec des potes qui veulent se rejoindre, qui peuvent pas jouer ensemble, qui jouent dans la même guilde, ça peut être compliqué. Et je sais que bah, du coup, il y a des gens qui sont pénalisés. Mais je pense que ça reste le meilleur compromis de mettre une restriction comme ça dès le début pour garder un équilibre homogène des factions. Et l'autre problème par rapport à ça aussi, c'est que bah, globalement, il y a des joueurs qui ne vont peut-être pas jouer au jeu parce qu'ils voulaient jouer côté Horde. Et si vous avez tous les serveurs qui sont par exemple à 55% ou en tout cas en ratio positif côté Horde de manière globale, bah, ils n'ont aucun endroit en fait où ils peuvent jouer Horde. Donc du coup, ils se retrouvent à vouloir soit jouer Alliance parce qu'ils n'ont pas le choix par défaut, ou ne pas jouer au jeu en fait. Donc je pense que Blizzard n'a pas pris cette décision parce qu'ils avaient peur de perdre des joueurs tout simplement. Ils prenaient un exemple aussi que pas mal de gens ont demandé, par exemple mon serveur est 90% Horde et un autre serveur est 90% Alliance, et bien fusionnez-les et créez un serveur parfaitement équilibré. Il précise ici que effectivement ça a l'air d'être une bonne idée, hein. On peut très bien fusionner des serveurs qui ont des disparités comme ça en termes d'équilibre de factions, mais c'est vrai que fusionner, comme ils disent ici, ils n'ont jamais fait. Et effectivement, c'est un problème au niveau des pseudonymes. Vous avez un pseudo qui est unique sur votre serveur, et si on fusionne le serveur, et ben en fait, qui on fait rename? C'est-à-dire que on vous amène sur un serveur, bah, vous avez votre pseudo, il y en a qui ont payé, hein, même pour la réservation de pseudo. Hein. Je vous rappelle qu'ils avaient ouvert les serveurs de manière spécifique pour que les gens payent un petit peu plus en avant, une sorte de précommande si vous voulez, hein, un mois supplémentaire où on ne pouvait pas jouer, mais on payait un abonnement de 13 €. Et si vous faisiez ça, vous pouviez réserver votre pseudo. Moi je l'ai fait pour avoir le pseudo Camille par exemple sans accent, et d'autres personnes l'ont fait. Bah du coup ça serait hyper injuste, hein. Vous avez fait ça, et puis en fait on vous force à migrer sur un serveur, on vous dit bah non en fait ton pseudo est déjà pris sur ce serveur, donc tu dois changer ton pseudo. Donc ça créerait je pense pas mal de problèmes, peut-être même des procès derrière, hein, parce que encore une fois vous avez payé pour avoir votre pseudo, donc je pense que c'est très compliqué, et Blizzard de toute façon ne l'a jamais fait comme ils l'ont précisé ici. Après il y a le système entre guillemets de partage des serveurs, c'est-à-dire qu'on pourrait garder chacun son identité de serveur, mais qu'on pouvait croiser par exemple des joueurs d'un autre serveur, histoire de remplir les zones et d'équilibrer les zones. Mais là on se rapproche un petit peu quand même de la technologie de retail. Moi c'est quelque chose que j'aime pas trop, j'aime bien avoir l'identité de mon serveur, d'être sur mon serveur, de croiser que des personnes de mon serveur. J'aurais vraiment aimé d'ailleurs que on garde quelque chose comme ça, un peu plus comme à l'époque, parce que là déjà sur les champs de bataille on est vraiment sur quelque chose d'européen. Autant pour les arènes, je trouve que c'est très bien, parce que ça permet d'avoir quand même une file d'attente qui est beaucoup plus courte. Pour les champs de bataille, je trouvais à l'époque, c'est quelque chose que j'adorais en tout cas, c'était le fait de jouer contre les joueurs de mon serveur. C'était vraiment quelque chose que j'adorais, je faisais des alterac contre les mecs de la faction en face, et je trouvais ça génial parce qu'on les retrouvait dans le world, c'est des mecs qu'on avait déjà croisés, qu'on connaissait, qu'on recroisait à alterac. Ça créait vraiment une ambiance unique qu'on n'a pas pu retrouver actuellement parce qu'il n'y a pas eu d'équilibrage de faction à la base. Donc je pense que si ça avait été bien réfléchi, encore une fois à la base, ça aurait pu marcher. Déjà la Horde aurait eu beaucoup moins de files d'attente pour les champs de bataille, ça aurait été vraiment équilibré au niveau des files d'attente. Peut-être qu'on aurait eu des alterac, alors pas forcément plus longs, parce que bon, bah, l'alterac il n'est pas à niveau, hein. Encore une fois, ça c'est une autre problématique. La conception de WoW Classic n'a pas été réfléchie, ils ont voulu le sortir tel quel en disant vous voulez WoW Classic, on vous donne WoW Classic. Moi je pense que c'était pas une bonne idée de faire ça comme ça, je pense qu'ils auraient dû proposer deux versions du jeu, c'est-à-dire à la base d'avoir une version WoW Classic pure et dure pour les puristes vraiment telle quelle, comme on l'a aujourd'hui en fait. Ça aurait été vraiment bien de le sortir, parce qu'il y en a qui adorent cette version du jeu là, c'est les serveurs ERA hein, typiquement, donc ils auraient dû sortir une version ERA WoW Classic puis Burning Crusade exactement comme ils l'ont fait pour notre version, mais en parallèle ils auraient dû directement sortir une version en mode SOM, c'est-à-dire saison de maîtrise, pas forcément rapide, en version rapide comme ils l'ont fait. Je trouve pas que ce soit une bonne idée de le faire sur la première version, une version rapide. Ils auraient dû faire une version comme c'est le cas actuellement, mais vraiment adaptée aux joueurs actuels, c'est-à-dire adaptée au niveau des joueurs actuels, avec des boss un peu plus difficiles, plus de points de vie, pourquoi pas rajouter du contenu, équilibrer les ratios, vraiment repenser le jeu en fait pour qu'il soit vraiment adapté, et comme ça ceux qui préfèrent, qui veulent pas une version modifiée,
bah très bien, vous avez votre version classique era comme à l'époque, et ceux qui cherchent peut-être quelque chose, des nouveaux défis, quelque chose d'un peu plus nouveau, on aurait pu se relancer dans une nouvelle aventure avec de la découverte. Et ça aurait été très important parce que bah du coup ça rendait le jeu plus intéressant en fait, hein. Ça aurait permis de garder les joueurs, peut-être accélérer un petit peu l'XP, parce que bon voilà, les gens maintenant on a grandi entre guillemets, on a des vies un peu plus occupées que quand on était jeune. Passer autant de temps sur le leveling, c'est un petit peu too much. D'ailleurs Wotelka est beaucoup plus intéressant pour ça, je pense qu'il y aura vraiment des vidéos intéressantes à faire dessus, parce que Wotelka c'est vraiment l'extension des rerolls avec le stuff héritage, une courbe d'XP beaucoup plus rapide et intéressante. Une fois que vous avez votre main, vous pouvez vraiment en faire bénéficier votre reroll. Il y a les DK évidemment qui commencent au niveau 55 je crois, donc c'est quand même beaucoup plus rapide de monter des nouveaux personnages, et encore je pense que ça aurait pu être encore mieux. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un problème de réflexion. Je pense que en fait, quand on s'aperçoit de l'équipe de direction qu'il y avait en place à ce moment-là, il y avait vraiment des gros soucis et ils en avaient rien à cirer de WoW Classic. D'ailleurs, par rapport au gars dont j'ai oublié le nom, qui disait qu'on voulait pas de WoW Classic, je pense que c'est ce genre de personnage, et je pense que même directement ce personnage-là, l'a fait en mode bon bah donnez-leur leur truc là, qu'ils fassent mumuse, ça leur fera plaisir et puis basta quoi. Je pense que ça s'est fait vraiment comme ça littéralement. Il n'y a pas eu de réflexion, plus que ça, ils ont juste récupéré les fichiers, ils ont essayé de remettre à jour les fichiers et le rendre tel quel. Donc c'est un peu dommage parce qu'il y avait vraiment un coup à jouer, je pense à WoW Classic. Et après on verra ce qui va se passer plus tard. On va reparler un peu plus loin donc de la fusion évidemment d'Activision, Blizzard ainsi que Microsoft, hein, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus, mais clairement il y a eu beaucoup d'erreurs sur WoW Classic. Et pour revenir au sujet qu'on était en train d'aborder, c'est-à-dire la population des serveurs, c'était une erreur de conception de base, et effectivement c'est la merde. En même temps, ils savent pas comment gérer la solution, ils n'ont pas trouvé de solution, ils n'en proposent pas d'ailleurs, hein, c'est toujours en discussion, ils vous proposent, ils répondent en fait aux propositions des joueurs, mais là il n'y a pas de solution miracle. Moi je pense que verrouiller les factions c'est toujours possible, parce qu'on peut très bien actuellement dire bon bah ok, on peut arrêter de reroll sur ce serveur là, et ça pourrait potentiellement équilibrer progressivement les factions. Je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. Mais bon, on verra s'ils prennent une décision à ce niveau-là. Faut pas oublier aussi que sur Wotelka, il y aura les migrations de factions, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc, on pourrait changer de faction. Et les ratios côté Alliance, notamment PvP, deviennent très intéressants. Le racial humain sera très puissant en arène. Donc, peut-être que ça va un peu mieux équilibrer les factions au passage de Wotelka. News suivante. Alors ça va parler en fait du contenu nerfé du T6, donc le T6 en fait en post-nerf dans Burning Crusade. Donc là il y a peut-être certaines incompréhensions. Donc je vais vous lire rapidement le message, hein, c'est du Google Trad. Réponse assez simple, il n'y a tout simplement pas eu beaucoup de changements radicaux dans le contenu du niveau 6, donc du T6, après sa sortie. Nous avons fait une enquête assez approfondie sur les données de chaque patch entre la 2.1 et 2.4.3, ainsi que examiner les patch notes publiques. Nous sommes simplement arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas assez de substance pour une difficulté en pré-nerf intéressante. C'est-à-dire, en fait, qui s'est passé, il n'y a pas eu de nerf sur les boss en fait, plus particulièrement. Il y a eu effectivement beaucoup de nerfs sur le palier, donc notamment Keltas et Damvash, parce que c'est des boss qui étaient vraiment très difficiles, et on a pu le constater nous-mêmes, hein, puisqu'on est quand même on avait quand même un niveau de jeu stratosphérique par rapport à l'époque. Je pense qu'on réalise pas hein, vraiment à quel point c'était difficile ces boss là à l'époque, parce que on n'avait pas les PC, on n'avait pas les connexions, les joueurs n'avaient pas les connaissances, on n'avait pas les mêmes add-ons, on n'avait pas les stratégies, tout était à comprendre, etc. Les stratégies en fait étaient vraiment diluées, diffusées progressivement par les grandes guildes qui ont bossé comme des malades pour définir et comprendre les stratégies et pour faire ces boss là. Donc du coup on avait vraiment les infos au compte-gouttes, c'était pas du tout comme maintenant. Là on avait tout, on a les vidéos, on a machin, et malgré ça, malgré le fait qu'on ait les vidéos, etc., on a regardé le progress sur vos progress, c'était extrêmement lent. La plupart des guildes, les guildes françaises, c'était chaque semaine, il y avait que quelques guildes qui arrivaient à tomber Damvash, il y avait beaucoup de guildes qui ont disband parce qu'ils n'arrivaient pas à tomber le boss. C'était vraiment une sélection naturelle en fait par rapport à plusieurs guildes, et du coup on s'est aperçu que la difficulté sur Damvash était vraiment, il y avait un gros niveau entre le reste du contenu qu'il y avait eu jusque là sur WoW Classic
et ce palier-là. D'où à l'époque le nerf, la logique de nerfer ces deux boss là pour que ce soit accessible à tout le monde, parce que c'est des boss qui sont aussi nécessaires en prérequis par rapport à vos accès de la phase 6. Je vous rappelle, Attune pour la donne pour suivre vos accès, comme ça vous voyez ce que vous avez besoin de faire, mais là du coup ça va permettre en fait aux joueurs d'avoir un accès. Donc il y avait une certaine logique. Sur le palier suivant, a priori les boss, alors il y a des boss qui sont assez difficiles je pense, mais probablement pas au niveau plus dur en tout cas que Dumvash ou Keltas Prénerf, qui seront pas évidents mais pas plus durs. Même si je sais qu'il y a 2-3 combats qui vont poser pas mal de problèmes. Alors est-ce qu'ils vont poser plus de temps que Keltas et Dumvash post-nerf? Je ne sais pas, je ne sais pas vous dire, on verra un petit peu après, j'essaierai de suivre quels sont les boss qui posent problème, est-ce qu'il y a des stratégies pour ces boss là en particulier, mais en tout cas je sais qu'il n'y aura pas de nerf, donc ça veut dire que normalement les boss resteront tels quels, et par contre la prochaine fois que vous aurez vraiment du contenu post-nerf et pré-nerf, enfin plutôt pré-nerf et post-nerf, ça sera sur Sunwell où il y a eu effectivement des boss qui étaient extrêmement difficiles à passer, qui bloquaient la plupart des guildes, et du coup bah là ils seront en pré-nerf, vous aurez l'occasion normalement de vous les faire vraiment en pré-nerf avec la difficulté maximum avec le joueur d'aujourd'hui, ce qui à mon avis devrait passer beaucoup mieux qu'avant. Par exemple typiquement Brutalus qui était un gear check, les joueurs à l'époque n'étaient pas du tout optimisés, hein. Je me souviens les DPS étaient bien plus faibles que même sur les premières phases, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai vu des gens à Karazhan sur les premières semaines, les premières phases qui avaient un DPS supérieur que ce que moi j'arrivais à voir sur Sunwell à l'époque, donc il y a quand même une grosse différence d'optimisation et de DPS par les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, une version qui devrait sortir sur le palier 6 tel quel avec pas de post-nerf du coup, donc qui va sortir un petit peu nature, il y aura des petites corrections de bugs, mais c'est à peu près tout. Ensuite, côté PVP, il y a eu pas mal de changements sur le coût des items. Alors, donc ça on l'avait call, hein, on l'avait annoncé, j'avais pas les valeurs par contre à l'époque. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand la nouvelle saison va commencer, alors normalement je crois qu'on est en off-saison, donc si je dis pas de bêtises actuellement vous pouvez acheter, j'ai pas vérifié, mais vous pouvez acheter le saison 2 en réduction, donc si vous avez des points actuellement qui vont être convertis normalement en points d'honneur, si vous avez des points d'arène actuellement vous devriez pouvoir l'utiliser pour acheter le stuff de la saison 2 en discount, donc vraiment faire des grosses économies sur vos stuff saison 2. Et tout ce que vous n'utiliserez pas en points d'arène sera converti en points d'honneur. Vous repartirez à 0 en points d'arène évidemment sur la saison 3. Le stuff de la saison 3 reprendra les coûts habituels. Et ensuite le stuff de la saison 1 qui n'était plus disponible au PNJ va refaire son apparition directement. Donc par exemple ce sera Stormwind ou Agrimar dans l'Hall d'honneur. Vous allez pouvoir réacheter le stuff de la saison 1 avec des en points d'honneur tout simplement. Alors petite précision là-dessus, de mon point de vue, si vous devez vous équiper avec du stuff points d'honneur, les seules pièces que je trouve intéressantes à aller chercher, ça sera vraiment les armes en points d'honneur, tout simplement parce que le reste assez cher, notamment au niveau des marques. Alors que bon, les armes coûtent cher aussi, mais les armes font une grosse différence. C'est-à-dire qu'aller choper une arme équivalente en PvE, ça se fait, mais c'est plutôt sympa de se faire une arme en PvP, d'aller chercher en BG. Je trouve que c'est vraiment, s'il y a une pièce à aller chercher, c'est souvent celle-ci, notamment par exemple pour les arcs, les crossbows, etc., pour les hunters. C'est pas évident d'avoir quelque chose de qualitatif, ça c'est aléatoire comme l'arme du prince par exemple, des choses comme ça. Ici choper du S1 c'est vraiment pas mal, ça peut vous permettre de bien commencer en tout cas les arènes, et puis ensuite vous partez sur du saison 2 qui est vraiment très performant. Pour attaquer la saison d'arène c'est vraiment une très bonne opportunité. Et d'ailleurs, c'est toujours, moi j'ai pas changé d'avis sur le PvP, je trouve que c'est beaucoup trop lent d'obtenir l'honneur et les marques, surtout quand on débute et qu'on veut faire que du PvP, ben c'est vraiment trop difficile, c'est plus rapide de faire encore une fois du PvE, surtout que là, plus on avance dans les phases, plus on arrive vraiment sur des instances supermarchés. Le Karazhan il est plié très rapidement, c'est une usine à loot quand vous avez un reroll. SSC, Ijal, ça va commencer à être pas mal farmé aussi par beaucoup de guildes. Donc voilà, une fois que vous arrivez dans une guilde qui est quand même pas trop mal stuff, qui a attaqué le T6, quand ils vont faire une soirée et qu'ils vont aller faire un SSC plus un œil, autant vous dire que ça peut être vraiment l'occasion de stuff des rerolls de manière très rapide. Donc, et ça va être de plus en plus comme ça, hein, puisque quand on va arriver sur la page de Zulaman, il y aura encore plus d'instances de disponibles. En plus, c'est typiquement une instance pour ce stuff, même si je referai une vidéo vraiment dédiée sur ce palier, parce que on va commencer quasiment à préparer au tel cas sur ce patch-là, hein, c'est-à-dire la phase 4 finalement. Mais voilà, je pense que le PVP aurait dû être vraiment beaucoup plus rapide. Il y a un trop gros décalage actuellement entre la vitesse à laquelle on farm en PVE et la vitesse à laquelle on farm en PVP. Ça fait partie de ce qu'on a vu avant. Il n'y a pas eu de réflexion.
sur cette extension, sur ce jeu, avec cette nouvelle méta et les nouveaux joueurs, le niveau des joueurs actuels. Ensuite, ils ont procédé à quelques modifications sur le système d'arène que je trouve très bien. Ils vont accélérer les files d'attente. Donc, en gros, le système de recherche va chercher plus loin dans les files d'attente. Donc, si vous étiez à 2K cote, vous avez plus de probabilité soit de tomber sur quelqu'un qui est à 2500, soit quelqu'un qui est à 1500. Donc, dans le cas de 1500, vous gagnerez 3 points. Je dis au pif, hein, et dans le cas de 2500, si vous gagnez, vous pouvez gagner 15-20 points. Donc, voilà, le but, c'est de jouer le plus rapidement possible, le plus souvent possible. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Vous avez encore un nerf supplémentaire sur la mine Quiggin Gem. Bon, ça c'est la gemme qui tombe sur Valestra, c'est une gemme level 60 qui était complètement broken, qui est du coup un objet un petit peu unfair parce que il n'est pas forcément farmable, hein. Il faut aller faire un groupe qui est motivé pour aller faire BWL. Il y a toujours un accès, hein, je rappelle, à BWL, donc il faut, je crois, hein, sauf de ma part. Peut-être qu'il n'y a plus d'accès, je sais plus, vous mettrez en commentaire. Mais en tout cas, c'est un objet qui n'est pas forcément facile à farmer, un peu chiant, il faut faire le premier boss et tout. Et du coup, ouais, non, mais je sais même pas s'il est farmable, parce que comme il y a la bombe qui one-shot toujours, je sais même pas si vous pouvez faire ça avec un petit groupe, en vérité. Je crois qu'il faut quand même au moins 10 ou 15, à mon avis, pour y aller farmer cette gemme. Ça fait beaucoup quand même, hein, juste pour aller chercher la gemme pour un mage. Et c'est vrai que pour tester certains matchs d'arène en saison 1, saison 2, les mages cumulés avec la veine glaciale, etc., ils castaient un chip en 0,20 ou 30 secondes. C'était presque impossible à éviter, quoi. Genre les rogues, même en étant la cible en focus et tout, t'as pas le temps de réagir, tu te fais chip. Donc c'était vraiment très très fort. Ils avaient nerfé le GCD par rapport à ça, et là du coup ça a réduit par 3 la vitesse de la hâte. Donc du coup, à mon avis, certains trinkets deviendront PVE, hein, deviendront plus intéressants. Typiquement, je crois qu'il y a le trinket mage de SSC, à mon avis, sera beaucoup plus intéressant que celui-là. Et je crois qu'il y a aussi des trinkets PVP qui vont arriver. Alors je sais pas si c'est sur la phase 3 ou plus tard, mais en tout cas il y aura des trinkets PVP. Je crois qu'ils seront bien présents sur cette phase. Ils ont retiré aussi donc sur le stuff de la saison 3 la ceinture de quasi invulnérabilité. Donc c'est un bouclier, hein, qui vous faisait un bouclier qui est, je crois que c'était 4 ou 5k de PV, une grosse absorbe, hein, donc c'est équivalent de 2 boucliers prêtres, hein, grosso merdo. C'est extrêmement fort. Ça vous permet de caster, hein, parce que c'est pas que un truc de résistance, ça vous permet de caster, vous êtes plus interrompu forcément. Donc ça vous permet de caster des heals, ça vous permet de caster des sorts, caster un chip pendant que vous avez un pet ou vous faites taper. C'est extrêmement puissant, ça sauve et ça fait gagner des arènes. Ça pouvait fail de temps en temps, mais pas assez souvent, et je crois que on pouvait faire un bloc de glace, etc. pour contrebalancer pour certaines classes. Donc voilà, trop fort, donc nerfé. Ils auraient pu effectivement le faire bien avant. Le projecteur, donc le filet, je crois, qui met en route, est retiré. Ils ont nerfé aussi la Dazzling Longsword, hein, c'est celle-ci pour ceux qui connaissent pas. Je l'ai jamais vu utiliser en arène, donc je suis assez étonné qu'ils nerfent ça, mais c'est vrai que c'est compréhensible. Ça met une luciole, tout simplement. C'est un proc qui met une luciole. Donc du coup on peut pas se camoufler. Je sais même pas si c'est pas un buff, c'est un buff physique, ça se trouve, on peut même pas le dispel. Donc vu comme ça, c'est vrai que c'est très très fort. Il y avait également la silencieuse qui va être nerfée. Pareil, je crois pas que je l'ai déjà vu utiliser en arène, hein, mais peut-être que ça pouvait se utiliser dans certains combats. C'est vrai que 6 secondes de silence, ça peut être potentiellement très très fort avec un stunlock derrière. Ça peut permettre de faire un setup, donc ouais, je comprends la logique. Et le Skull of Undepending Doom qui était utilisable en arène, qui était effectivement assez intéressant en anticipation. Pour faire simple, ça vous met un dot qui vous drainait des PV et de la mana pendant un certain nombre de secondes, et vous pouviez c'était un buff, donc vous pouvez le cancel aura. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez le rogue qui couvre vous pour vous mettre un blind, vous utilisez le Skull, ça vous met un dot, le blind casse, vous annulez le debuff, au final vous avez échangé en fait 10 à 15% de votre PV mana contre un trinket. Donc c'est vrai que c'était très très fort, mais c'était vraiment pas évident à utiliser. Ok, c'est nerfé, c'est ok, voilà, on passe à autre chose. Ici on fait un retour donc sur la sortie tout simplement de l'extension. Donc vous aviez la nouvelle, alors déjà la semaine du 17 janvier, donc ça on est dedans, vous avez un nouvel quête pour les démonistes pour récupérer un nouveau tout simplement un nouveau familier. Donc c'est l'incubus en fait, qui est l'équivalent de la succube, tout simplement par des questions d'inclusivité, voilà, pour éviter le sexisme, hein. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes chez Blizzard par rapport à ça, et du coup ils essaient d'un petit peu de lisser leur image par tous les moyens. Et quand on dit par tous les moyens, c'est que de partout dans le jeu, ils essayent comme ça. Là où les femmes sont trop représentées, ils essaient d'équilibrer. Là où les hommes sont trop représentés, voilà, ils essaient d'équilibrer. C'est surtout les femmes, hein, c'est-à-dire les tableaux où il y avait des femmes, des machins et trucs, c'est retiré, ils mettent des fruits à la place. À Karazhan, il y avait des fantômes, c'était des démons. Bon, maintenant il y a des démons à la place.
Voilà, ils essaient vraiment de lisser comme ça l'image, alors que bon, je pense que absolument personne, ça n'intéresse absolument personne, ce genre d'histoire. Mais bon, en tout cas, voilà, ils passent du temps à faire ça et vous allez avoir le choix. En tout cas, bon bah tant mieux pour les démonistes, ça vous fait au moins un skin. Voilà, vous avez gagné un nouveau skin pour votre pet. Tant mieux pour vous. Le 27 janvier, donc les nouveaux raids qui sortent, la bataille du Mont Ijal avec 5 boss au Mont Ijal, Rage Wintershield, Anéthéron, Khazrogal, Azragor et Asgalor pardon, et Archimonde. Je vous ai fait quelques guides d'ailleurs sur les 4 premiers boss, j'ai pas eu le temps de finir pour Archimonde. Peut-être que j'aurai le temps de faire la vidéo, un de ces 4, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas pu finir le guide et je n'aurai probablement pas le temps de faire non plus Temple Nord. Peut-être que je ferai sur certains boss, je sais qu'il y a certains boss qui sont beaucoup plus durs que d'autres, donc peut-être je vais essayer d'identifier comme ça le boss le plus difficile, et pourquoi pas, c'est de récupérer les vidéos de ceux qui arrivent à le tuer, et en faire un guide, ça pourrait être sympa comme ça de cibler éventuellement un boss. Vous avez aussi l'arrivée de gemmes épiques pour les joailliers, donc vraiment voilà, ils vont encore se faire plus de thunes les joailliers. Donc voilà, des nouvelles gemmes qui vont arriver pour optimiser encore plus votre équipement. Ça avait été demandé aussi très souvent, est-ce que quand la réputation d'Aile du Néant va être disponible, et ben elle arrive, vous allez pouvoir avoir votre Drake du Néant, donc c'est l'équivalent de la monture arène, hein, sauf qu'elle n'est pas armorée, c'est-à-dire voilà, vous avez le Drake du Néant, mais il n'y a pas l'armure dessus, mais ça reste une très très belle monture, donc il faudra commencer à farmer votre réputation. Je crois qu'il y a peut-être des quêtes où vous pouvez déjà commencer si c'est pas fait. Toujours plus de loot également à SSC et Donjon de la Tempête, hein, pour encore une fois finir de stuffer vos personnages et stuffer vos rerolls, c'est-à-dire que vous allez avoir des jetons supplémentaires, donc des tokens supplémentaires, pour avoir 3 tokens au total, donc ça va aller vraiment très très vite, il y aura pas mal de déchets hein, du coup je pense, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas eu de chance sur les rolls de vos tokens, vous allez avoir beaucoup plus de probabilité de finir votre T5 pour bien attaquer le T6 à ce niveau-là. Également un post très intéressant qui est sorti ce mois-ci, c'est par rapport à la priorité de butin des Warglaives. J'avais eu une discussion avec Ariana il y a quelques temps par rapport à ça. Et c'est vrai que c'était un sujet assez amusant de savoir à qui on va donner. Alors quand on dit qui, c'est les voleurs ou effectivement les guerriers, hein. De toute façon c'est voilà, classe voleur ou guerrier. Vous pouvez pas les hunters, hein, je suis désolé pour vous, hein, vous pouvez pas le ninja encore. Mais il parlait des probabilités donc déjà de l'avoir par rapport à drop. Alors déjà ce qui est très intéressant, sachez-le, vous pouvez avoir les deux glaives qui peuvent dropper en même temps. C'est possible, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là, donc si vous avez vraiment une chance monstrueuse, vous pouvez ressortir votre premier raid avec 2 warglaives. Bon, je sais pas si ça arrivera sur notre version actuelle, mais c'est pas impossible que ça se produise. Ensuite, vos chances de voir au moins une main hand et au moins une main secondaire est de 26% après 14 kills, 50% après 24 kills et 75% après 40 kills. Donc ça fait quand même pas mal de timers pour avoir au moins une chance à 100% de tomber une des 2 armes. Donc on voit que les probabilités sont quand même assez faibles. Et votre probabilité de ne pas avoir de warglaive du tout, c'est-à-dire que vous avez 60% de chance de ne voir aucune warglaive après 5 kills, 35,8% de chance après 10 kills et 12,9% de chance après 20 kills. Donc on voit vraiment au bout de 20 semaines, voilà, c'est très peu probable quand même, enfin c'est assez peu probable que vous n'ayez eu aucune warglaive. Et ensuite du coup, à quelle classe bénéficient le plus les warglaives, hein. Donc je vais vous spoiler un petit peu la conclusion. C'est tout simplement, ça dépend de ce qu'on va faire. C'est-à-dire que quand vous allez, si on parle vraiment que de PvE, le guerrier est plus performant en AOE, donc principalement sur les trash, et le rogue est plus performant sur les boss. Donc en mono cible, c'est le rogue qui est plus intéressant. Il a beaucoup de synergie, ne serait-ce que par rapport à la vitesse d'attaque. Ça booste aussi le guerrier, hein, je suis d'accord. Mais le fait que la Offen soit à 1,40, c'est très intéressant pour le rogue parce que ça augmente sa régénération d'énergie. Il a un proc de régène énergie en fait sur ses coups de la Offen. Donc du coup, la warglaive booste énormément le rogue à ce niveau-là. En plus du proc hat qui est excellent, hein, c'est un proc Bloodlust de 10 secondes. Donc le proc hat des warglaives peut se cumuler absolument avec tout, donc avec la Bloodlust, avec le tambour, le poulet, le trophée épine du dragon, la potion de hâte. À la fin vous pouvez avoir une unité d'attaque qui est complètement délirante, donc une régène d'énergie qui est délirante, donc spammer les pernicieuses comme un fou. Donc c'est vraiment très fort en mono-cible pour Rogue et ça lui donne une puissance, et le déluge de l'âme aussi, hein, qui se cumule. Le Rogue à la fin il tape, c'est une machine de guerre quoi. Et le guerrier de son côté, eh ben, c'est vrai que sur, ils disent en français c'est pack poubelle, sur les trash mobs, voilà, sur les trash mobs c'est vrai que du coup le guerrier est devant, il fait des AOE de fou furieux, et c'est vrai que là il prend l'avantage sur le déluge de l'âme qui a quand même un CD de 2 minutes.
Donc bon voilà, le guerrier, c'est vrai que sur les trashs, on gagnerait du temps grâce à lui s'il a les Warglaive. Il sera très bon aussi, hein, évidemment. Mais je pense que si on regarde un peu plus loin, à mon avis, le rogue, globalement, il a plus de probabilité de garder les Warglaive plus loin. Alors là, je pense que voilà, je manque peut-être de connaissances. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que les Warglaive, à mon avis, vu le coefficient des multiplicateurs et le bonus de puissance d'attaque, restera probablement plus intéressant sur le long terme jusqu'à la fin du jeu pour le voleur et utilisé par les voleurs. Et puis le skin sur voleur, je le trouve aussi assez monstrueux. Mais je pense qu'il est plus intéressant que les armes qui peuvent potentiellement tomber aussi pour le guerrier, qui seront à mon avis plus intéressantes pour le guerrier que pour le voleur sur le palier de Sunwell. Donc voilà, et en plus, alors ça c'est bonus pour le voleur encore une fois, c'est une arme qu'on peut utiliser en PVP, c'est la meilleure arme PVP de tout le jeu. Donc pour les arènes, si vous avez un voleur qui fait des arènes, qui a un bon niveau déjà, qui en plus est bien investi en PVE, ce serait une grosse erreur à mon avis de donner à autre chose que ce voleur, parce que ça a un double intérêt en fait pour lui. Donc c'est juste insane. Après, en général, ce genre d'armes sont là pour récompenser aussi l'investissement du joueur. Donc voilà, le fait des voleurs aux guerriers devrait finalement être secondaire. Le plus important, c'est de récompenser les personnes qui sont là depuis le début, qui s'investissent le plus, etc. Ensuite, on va passer sur la fusion de rachat d'Activision Blizzard. Donc, ouais, j'étais surpris, je pense comme beaucoup de monde sur cette annonce-là. C'est vraiment un truc que je n'ai pas vu venir, mais alors pas du tout. Je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Mais comme vous l'avez dit, en fait, je vous ai posé la question récemment. D'ailleurs, si vous voulez participer, voilà, je vous ai mis le sondage ici très récemment. C'était quand? C'était il y a 2 jours. Ouais, vous participez encore toujours très très bien, malgré le fait que j'ai pas sorti beaucoup de sondages en ce moment. Il y a déjà 461 votes. Donc merci encore une fois à tous ceux qui participent. Et la question était simple, c'est petit sondage en rapport avec l'actualité. Pensez-vous que le rachat de Blizzard est pour l'avenir des différents jeux plutôt positif ou négatif? Vous êtes à 84% positif. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on est tellement dans le fond, en fait, Blizzard, en termes en termes d'image, en termes de tout ce qu'ils ont eu comme problème depuis 2 ans, ils en ont pris plein la tronche, à juste titre, évidemment, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et là, c'est vrai que je pense qu'ils étaient arrivés à un point où redresser l'image de Blizzard, c'était quasiment mission impossible. Le fait que que Microsoft rachète Blizzard, on va dire que sur le court terme, c'est une très bonne nouvelle. Sur le long terme, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Pour l'instant, je pense qu'il n'y aura aucun changement sur au moins les 2 ou 3 prochaines années. Ça n'aura pas de changement, hein, donc déjà rassurez-vous pour Hotelka et tout, ça va faire absolument aucune différence. Hotelka va sortir, c'est un jeu qui est déjà développé, il y a même moins de travail que sur Burning Crusade et WoW Classic, parce que comme c'est un jeu qui est assez récent par rapport aux autres, donc on va dire qu'ils ont plus d'accès, de facilité à retrouver les données, les bases de données et les données du jeu pour le refaire, donc ça va être plus facile. Donc je m'inquiète pas du tout pour la sortie de Hotelka à ce niveau-là. Après, par contre, pour la suite, là, on ne sait pas, que ce soit au niveau de la prochaine extension de Retail et la suite de WoW Classic. Voilà, j'en ai déjà dit, moi, ce qui m'intéressait par rapport au Classic. Je pense qu'une nouvelle extension en mode WoW Classic serait pour moi très intéressante. En mode, on a changé l'histoire, et le cataclysme n'a pas lieu, et on a une nouvelle extension inédite de WoW Classic. Je trouve que ce serait très intéressant. Mais à mon avis, ça n'existera pas. Donc j'essaierai de suivre un petit peu, il y aura peut-être des annonces qui seront faites par Microsoft d'ici quelques mois. Pour rappel, donc Bobby Kotick va quitter Activision Blizzard, ça a été acté. Au moment où il y aura la passation l'année prochaine, je crois. Bobby Kotick devrait partir avec une grosse indemnité de plusieurs centaines de millions d'euros, donc c'est complètement indécent. Mais c'est comme ça, quand on est à des postes comme ça, entre guillemets. Et encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est l'impact sur le jeu, et j'espère qu'il y aura des améliorations, plus de lecture, plus de concertation et de consultation des joueurs, simplement des gens qui font des vidéos. Il y a des youtubeurs anglais qui ont fait des super vidéos depuis des années, qui s'acharnent pour essayer d'améliorer le jeu, qui donnent des suggestions, des analyses approfondies avec des arguments très constructifs et qui n'ont jamais été écoutés. C'est hyper frustrant. Moi, c'était vraiment, j'ai toujours eu une relation en fait avec Blizzard entre guillemets et World of Warcraft notamment, une relation un peu amour-haine. C'est-à-dire que vraiment c'est un jeu auquel je jouais, mais dans lequel je pouvais vraiment m'énerver sur certaines choses dans le jeu.
Par exemple, je pouvais perdre des arènes, mais je m'énervais pas contre mes ennemis ou je m'énervais contre la conception du jeu. Par exemple, l'arène du Valeureux, où ils ont fait revenir le feu, vous savez, les tranchées de feu. Il y a 2 arènes qui montaient comme ça, il y avait 2 tranchées de feu. Ça m'a énervé au plus haut point en fait, ces tranchées de feu, parce que le nombre d'arènes que j'ai perdu parce que j'étais Fear par exemple et que ça me faisait traverser le feu et ça faisait des dégâts en pourcentage de vos points de vie, c'était infâme les dégâts que ça faisait. Des fois le Fear vous emmenait, vous faisait suivre le feu dans une ligne droite, c'est pas il vous faisait traverser, non, il vous faisait suivre le feu en fait, parce qu'il y avait une sorte de passing comme ça. C'était immonde. Il y avait des bugs aussi sur les élévateurs. Par exemple, quand vous avez un chevalier de la mort qui faisait un grip, ça vous fait une déconnexion, vous perdez votre arène automatiquement. C'est resté pendant des semaines. Pendant des semaines, on perdait des arènes gratuitement comme ça. C'était insupportable. Il y avait des trucs comme ça restait trop longtemps en place. On s'est remonté les infos, mais s'il n'y avait pas de changement, c'est des trucs qui devaient être corrigés. Normalement, en 24 heures maximum, ça devait être corrigé. Donc il y a toujours plein de petits problèmes, là c'est des détails, je vous cite parce que ça me revient, mais il y a des comme ça, il y en a des milliers des problèmes, des petits problèmes comme ça qui mettaient trop de temps à être résolus. Il y a eu une manque aussi je trouve de développement sur plein d'aspects du jeu. Le jeu aurait pu être beaucoup plus intéressant, notamment du PVP, je pense que ça a été vraiment délaissé par Blizzard depuis le début. Ça a été très pauvre, juste de rajouter quelques BG comme ça, il n'y a pas de réflexion sur plein de trucs alors que le jeu avait un potentiel monstrueux. Ça me fait vraiment penser avec ce qui s'est passé avec League of Legends, hein. C'était un jeu qui s'est créé à partir d'un mode qui existait sur Warcraft 3. Blizzard l'avait sous le nez depuis des années, créé par les joueurs, et comme ils prennent pas en considération ce que font les joueurs, ils s'y ont pas intéressé alors qu'ils avaient de l'or entre les mains, ils se sont fait shipper le truc. Voilà, après ils ont voulu rattraper le truc en faisant des Hero of the Storm et compagnie, Dota 2 machin, mais tout ça c'est voilà, c'est le manque de visibilité sur ce que les gens leur hurlent au visage et leur dit bah faites ça, en fait ça va marcher, et ils s'y intéressent pas parce que ils étaient vraiment dans une mentalité, une optique de dire on est les meilleurs, et de toute façon la communauté c'est que des voilà, c'est des noobs, ils connaissent rien, ils savent rien faire, c'est nous qui avons raison et c'est eux qui ont tort. Exactement à l'image du gars qui a dit encore une fois vous pensez que vous le voulez, mais vous le voulez pas. C'est ça, mais à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que nous on sait, vous savez pas. Donc c'est un peu dommage, mais peut-être que du coup, avec ce rachat, peut-être qu'on aura une vision neuve, peut-être qu'il y aura des décisions neuves, peut-être qu'il y aura plus d'écoute. Je l'espère en tout cas. Pour l'instant, je vais pas plus développer que ça. On va attendre que ça se décante un petit peu. On aura des informations. Ce sera sûrement l'occasion de faire une vidéo dédiée aux décisions et aux changements qui vont être faits par rapport à ça. Donc probablement que je reviendrai dessus plus tard. Pour l'instant, c'est encore vraiment... voilà, on récupère des informations un peu toutes les semaines, mais c'est quand même très loin. Voilà, c'est encore très très loin. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je voudrais remercier donc tous ceux qui m'envoient plein de messages sympas sur Discord. Ça fait très très plaisir. Ça me motive aussi hein, de reprendre, de faire des petites vidéos. Hein, voilà. D'ailleurs, si vous cherchez un petit endroit pour discuter, bien évidemment, vous avez le Discord qui est à votre disposition. Hein, vous avez le lien dans la description. Je vous ai mis, normalement, tout le monde y a accès. Vous avez des chans qui étaient réservés normalement aux subs. Alors bon, déjà, merci à tous ceux qui sont encore subs. Ça fait un mois que j'ai pas stream, peut-être même un peu plus. Il y a plein de gens qui sont restés subs sur ma chaîne. Merci beaucoup, hein. Après vous êtes plus obligé de sub, j'aurai pas le temps de stream en ce moment, donc voilà, je suis vraiment désolé pour ceux qui aimeraient bien attendre d'avoir du streaming, mais le problème, si vous voulez, hein, si je vous raconte un petit peu ma vie, mais on avait fait un setup chez moi pour que je puisse stream en soirée, la chambre de mon fils est derrière, et donc du coup on l'avait déplacé dans une autre chambre pour pas le déranger, là on l'a remis dans sa chambre, du coup si je stream le soir, je le réveillerai en fait, donc je ne pourrai plus stream le soir. Si je fais des streams, ce sera peut-être le week-end en journée, quand il y aura des choses intéressantes, peut-être l'arrivée d'une bêta, peut-être des tests, j'en sais rien, mais en tout cas ça sera en tout cas en journée. Si je le fais peut-être en fin d'après-midi, je ne sais pas. Pour l'instant j'ai pas prévu de refaire du stream, donc je vais vraiment me concentrer sur YouTube, et donc du coup toutes les ressources que j'avais accumulées qui étaient disponibles pour les subs, je les ai mis en public, vous pouvez les consulter. Il y a des routes de farm, il y a des petites choses. Je vous ai mis Mewikora pour le paladin, vous avez des macros pour certaines classes, j'ai pas fini toutes les classes, mais vous avez des macros je pense très intéressantes. J'ai pas mal de macros druides à mettre, d'ailleurs dès que j'aurai un moment j'essaierai de les mettre les macros druides parce qu'elles sont vraiment insane. Voilà, des macros générales qui peuvent être utiles, que ce soit pour les arènes ou autres, donc n'hésitez pas, c'est à disposition. Si vous avez des questions de théorie crafting, on a souvent des gens qui posent des questions assez techniques sur le jeu, donc vous pouvez venir les poser ici, ce sera utile je pense, même pour vous le cas, vous pouvez venir nous poser des questions. Et après, si vous voulez venir discuter de WoW, il y a le chan général. Voilà, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un très bon week-end. Et sur ce, je vous dis salut à tous, salut à Guild, et à bientôt. Ciao!